Essai, une critique rationnelle du natalisme, dit par Émile Berlerme en décembre 2024. La vérité est un bien public, donc un service public. Essai, une critique rationnelle du natalisme à la lumière de l'éthique, de la raison et de l'innocence d'exister. Sous-titre, la contrainte d'existence implique l'innocence d'exister. Une réflexion sur l'invitation à exister. Introduction. Réinterroger un postulat millénaire. En 2018, lors d'un forum national de bioéthique en France, j'ai proposé un sujet qui demeure profondément tabou. La procréation en elle-même n'est pas éthique. Cet intitulé, volontairement provocateur, visait à interroger la pratique universelle de la procréation, non seulement comme un phénomène biologique, mais surtout comme une décision humaine, sociale et morale. Cette réflexion m'a conduit à développer une position antinataliste rationnelle, soutenue par des arguments éthiques, environnementaux et philosophiques. Procréer, loin d'être une évidence ou un acte neutre, est un choix. Or, ce choix, souvent perçu comme un droit ou une aspiration naturelle, mérite d'être examiné à travers ses implications, pour l'enfant à naître, pour la société, pour la planète. Ce texte a pour ambition de démontrer que le natalisme, en tant que dogme culturel dominant, est non seulement une illusion dangereuse, mais aussi une menace existentielle pour l'humanité et pour son environnement. À travers cette exploration, nous adopterons une perspective antinataliste pour proposer une alternative éthique et responsable à la perpétuation aveugle de la vie. Première partie, l'antinatalisme, une réflexion sur la responsabilité. L'innocence d'exister et la fabrication à l'aveugle. Dans les conditions de responsabilité, une notion imaginaire inventée par l'humanité, la naissance n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'un acte volontaire, une fabrication. Cette fabrication est réalisée par des individus qui prennent la décision de donner la vie sans pouvoir en garantir les conditions. Les futurs parents, bien qu'animés de motivations souvent sincères, désir de transmettre, quête de sens, besoin affectif, ne peuvent ni prédire ni contrôler le futur de l'être qu'ils engendrent. Cette fabrication à l'aveugle soulève un dilemme moral majeur. En quoi est-il juste d'imposer l'existence à un individu qui n'a rien demandé et qui devra en subir les conséquences sans en être responsable ? À cette problématique s'ajoute une vérité fondamentale, l'innocence d'exister, issue de la contrainte d'exister. Aucun être humain n'est responsable de sa propre naissance, puisqu'il n'en est pas la cause, ni des souffrances qui en découlent. Dès lors, la procréation constitue une forme d'imposition, un acte qui, par définition, échappe au consentement de celui qui devra en subir les conséquences. Loin d'être un acte altruiste, la procréation reflète avant tout des intérêts personnels ou sociaux, souvent déconnectés de toute considération éthique véritable. La souffrance comme certitude. La vie sous toutes ses formes est inévitablement marquée par la souffrance, toujours utilisée pour conditionner les individus à suivre les règles sociales, qu'il s'agisse de douleurs physiques, d'angoisses existentielles ou des épreuves inévitables de l'existence, maladie, perte, mort. Aucun être humain n'y échappe. Dès lors, en procréant, nous ne transmettons pas seulement la vie, nous transmettons aussi le fardeau de l'existence. L'antinatalisme invite à une prise de conscience lucide. Si nous cherchons à réduire la souffrance, la première étape consiste à ne pas en être les fabricants. Deuxième partie, les dangers du natalisme. Un impact environnemental dévastateur. Le natalisme, en encourageant la croissance démographique, contribue directement à la crise écologique mondiale. Chaque être humain consomme des ressources naturelles, eau, énergie, terre cultivable, et génère des déchets, pollution et émissions de carbone. À l'heure où la planète subit les conséquences d'une surpopulation croissante, continuer à promouvoir la natalité équivaut à intensifier la pression sur un écosystème déjà à bout de souffle. Des études scientifiques montrent qu'un enfant né dans une société industrialisée a une empreinte écologique colossale. Les choix individuels, tels que réduire sa consommation ou adopter des pratiques durables,
ne suffisent pas à compenser l'impact global de l'augmentation démographique. En ce sens, limiter les naissances demeure l'un des moyens les plus efficaces pour préserver l'environnement et atténuer les changements climatiques. De plus, même si le nombre actuel d'humains sur la planète cessait d'augmenter, le rééquilibrage du pouvoir d'achat à l'échelle mondiale, en particulier avec l'élévation du niveau de vie dans les pays en développement, entraînerait une augmentation significative de la pollution et des problèmes climatiques. Un déséquilibre social et économique. La surpopulation n'affecte pas seulement la planète, elle exacerbe également les inégalités sociales et économiques. Dans de nombreuses régions du monde, la densité de population dépasse déjà les capacités locales à fournir des services essentiels tels que l'éducation, la santé et l'alimentation. Des services fondamentaux pour la survie et qui sont dus. En effet, si procréer, c'est donner la vie, alors cet essentiel de survie doit également être offert, car ce qui est dû et n'est pas donné s'apparente à un vol. Cette pression entraîne des conflits pour l'accès aux ressources, des migrations forcées et une aggravation des inégalités. Le natalisme, en ignorant ces réalités, promeut un modèle économique insoutenable. Contrairement à l'idéologie dominante, selon laquelle une population croissante serait synonyme de prospérité, l'histoire récente démontre que l'augmentation démographique aggrave les crises humanitaires et fragilise les systèmes sociaux. Une perpétuation des déséquilibres systémiques. Le natalisme s'appuie souvent sur des arguments culturels ou religieux pour justifier la procréation. Ces récits, qu'ils soient fondés sur la foi, la tradition ou des impératifs économiques, servent souvent à dissimuler des inégalités structurelles. Dans de nombreuses sociétés, la pression à procréer repose principalement sur les femmes, renforçant leur rôle traditionnel de reproductrices au détriment de leur autonomie. Bien qu'elles jouent un rôle essentiel dans la survie de l'espèce, les femmes ne disposent pas d'un pouvoir proportionnel à cette responsabilité. L'antinatalisme, en questionnant ces normes, ouvre une réflexion critique sur la manière dont nos sociétés perçoivent la famille, la parentalité et le rôle des individus. Il propose une émancipation collective face aux dogmes qui perpétuent ces systèmes injustes. Troisième partie, une éthique antinataliste pour un avenir soutenable. Loin d'être une négation de l'humanité, l'antinatalisme est une philosophie de la responsabilité. Il ne s'agit pas d'un rejet de la vie, mais d'un appel à limiter la souffrance et à préserver les ressources pour ceux qui existent déjà. En adoptant une posture antinataliste, nous affirmons que l'acte de procréer doit être replacé dans un cadre éthique et rationnel, où ses conséquences sont pleinement prises en compte. L'antinatalisme propose un nouveau contrat social, basé sur la valorisation de l'existant. Plutôt que de créer de nouvelles vies, investissons dans l'amélioration des conditions de vie des individus existants. La reconnaissance des limites planétaires. La préservation de la planète doit primer sur la croissance démographique. Le respect de l'autonomie individuelle. Libérons les individus des injonctions à procréer, en reconnaissant le droit de refuser la parentalité sans stigmatisation. Quatrième partie. Invitation à exister et antinatalisme. Un paradoxe? L'invitation à exister est une notion subtile et profondément significative lorsqu'elle est mise en perspective avec l'antinatalisme et les principes d'éthique. Contrairement à la contrainte d'existence qui impose la vie à un être sans son consentement, l'invitation à exister peut être envisagée comme une approche idéalisée de la procréation, où l'acte de donner la vie serait conditionné par une réflexion approfondie sur la légitimité de cette action et ses conséquences pour l'être à naître. Une notion porteuse d'éthique. Inviter à exister implique une reconnaissance implicite de la liberté fondamentale, celle d'accepter ou non l'existence. Cependant, ce principe se heurte à une limite évidente, puisque tout être humain est plongé dans la vie sans avoir eu la possibilité d'y consentir. Cette tension souligne l'impossibilité d'une véritable invitation dans le cadre de la procréation,
Il n'y a ni choix ni acceptation possible pour celui qui vient au monde. Ce constat renforce le caractère problématique de tout acte procréatif, même lorsqu'il se prétend bienveillant. Un concept à reconsidérer. Dans les récits sociaux ou religieux, l'idée d'inviter à exister est souvent associée à des motivations idéales. Offrir une vie meilleure, transmettre un héritage culturel ou émotionnel, ou participer à un projet collectif. Cependant, une telle invitation masque souvent des impératifs inconscients, besoins affectifs des parents, pression sociale, ou injonction à perpétuer une lignée ou une tradition. Dans ce contexte, l'invitation devient un leurre, puisque l'enfant est conçu non pour lui-même, mais pour répondre aux attentes des autres. L'invitation à exister est l'innocence d'exister. Une invitation authentique respecterait l'innocence d'exister, c'est-à-dire la pureté ontologique de l'individu qui, n'ayant pas demandé à naître, ne devrait pas porter la responsabilité des choix de ceux qui l'ont fait naître. Cela soulève une contradiction fondamentale. Comment inviter véritablement à exister sans imposer une existence, avec ses souffrances et ses contraintes, à un être innocent et non consentant? Un idéal utopique ou un paradoxe à surmonter. En définitive, l'invitation à exister, si séduisante qu'elle paraisse, est un concept éthique qui reste fondamentalement irréalisable. L'antinatalisme pousse cette réflexion plus loin. Si l'invitation ne peut être authentique ni respectueuse de l'innocence d'exister, alors peut-être est-il préférable de s'abstenir de procréer. Ainsi, ce concept invite surtout à repenser notre responsabilité envers la vie, en orientant nos actions non vers la création de nouvelles existences, mais vers l'amélioration des conditions pour celles qui existent déjà. L'invitation à exister, dans sa forme idéale, serait moins un appel à engendrer qu'un engagement à protéger, soutenir et valoriser l'existence actuelle. Conclusion. L'urgence d'une prise de conscience antinataliste. Le natalisme, enraciné dans des traditions culturelles et des récits religieux, reste aveugle aux vérités fondamentales de l'existence. L'être humain n'a pas choisi de naître. L'antinatalisme, en revanche, reconnaît et place au cœur de sa réflexion la notion d'innocence d'exister, une réalité incontestable et universelle. Aucun individu, depuis le premier souffle jusqu'au dernier, n'est responsable d'avoir été placé dans un monde où il devra affronter souffrance, incertitude et mort. Dès lors, la responsabilité morale incombe entièrement aux fabricants de la vie, ceux qui choisissent de procréer. Insister sur l'innocence d'exister revient à rappeler une vérité souvent éclipsée par le romantisme ou la mythologie nataliste. Chaque vie humaine est un don imposé, un fardeau potentiel que l'être fabriqué devra porter sans jamais avoir été consulté. Procréer, c'est donc assumer le risque d'imposer des souffrances, parfois insoutenables, à un individu innocent, sans aucune garantie d'une existence heureuse ou épanouie. Par conséquent, si l'on valorise réellement la vie, la première preuve de respect envers l'humanité consiste à ne pas la fabriquer à la légère. Cette innocence d'exister met également en lumière un paradoxe central du natalisme. En glorifiant la procréation, nous agissons souvent de manière irresponsable, en oubliant que chaque naissance est une décision dont les conséquences échappent totalement à ceux qui la prennent. Un choix aussi grave, aussi lourd de conséquences, devrait reposer sur des bases solides, rationnelles et éthiques, et non sur des désirs individuels ou des injonctions sociales. En adoptant une posture antinataliste, nous ne nions pas la valeur de ce qui existe, mais nous reconnaissons que protéger cette innocence d'exister est une forme d'amour et de compassion véritable. C'est un engagement à ne plus imposer par choix ou par habitude des vies qui devront subir un monde déjà marqué par des crises environnementales, sociales et existentielles. Ainsi, le véritable respect de la vie passe par une limitation consciente et volontaire de la procréation. En cessant de fabriquer des individus à l'aveugle, nous réaffirmons l'idée que chaque être humain, dans son innocence fondamentale,
mérite un monde où il n'est pas un rouage de souffrance imposé, mais un acteur libre et digne. L'antinatalisme n'est pas un rejet de l'humanité, mais une réconciliation avec une vérité essentielle. Vivre est une expérience imposée, et l'acte de donner la vie ne devrait jamais se faire sans une prise en compte lucide et éthique de cette réalité. En fin de compte, choisir de ne pas procréer n'est pas une négation de la vie, mais un acte de respect profond pour l'innocence d'exister. C'est une promesse de protéger la dignité des êtres qui peuplent déjà ce monde, et une déclaration que nous pouvons, collectivement, faire mieux en prenant soin de l'existant, plutôt qu'en ajoutant au fardeau de l'injustice existentielle. Si l'on met en balance la souffrance psychologique des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et les risques physiques qu'elles prennent pour en avoir, avec la souffrance de l'enfant qu'elles auraient pu mettre au monde, la comparaison est claire. L'enfant y perdra à coup sûr. Une fois qu'un être souffrant a été fabriqué, comment peut-on défaire la souffrance qu'il devra endurer? Fin. Émile Berlerme. Mise en forme par l'outil ChatGPT 4.0.